Bonsoir à tous. Le ministre est retenu à l'Assemblée. Odile Renaud-Bassot, directrice générale du Trésor, nous fait l'amabilité de venir pour clôturer ces entretiens de l'AMF avec le discours d'ouverture du gouverneur, du ministre, pardon. J'en n'arrive pas, c'est terrible. Avec le discours du ministre. Et je vais ouvrir ces entretiens avec le discours de clôture que j'avais prévu de faire. Donc, Benoît, tu organiseras la table ronde dans l'autre sens. Terminé par... Ouais, c'est un exercice intellectuel. Donc, vous avez vu, non, mais il est prévu, il est bloqué à l'Assemblée nationale, et donc nous n'allons pas retarder le démarrage de ces entretiens. L'an passé, nos entretiens étaient consacrés à l'impact du Brexit sur l'Europe des services financiers. Cette année, ils sont consacrés au devenir de la régulation financière dans l'Europe post-Brexit. Il est probable que lorsque nous avons fixé le thème de nos entretiens, nous pensions être plus avancés dans la négociation du retrait du Royaume-Uni de l'Union. En fait, nous avons désormais un télescopage quelque peu problématique des thématiques et des calendriers. Nous sommes d'abord en Europe à la veille de la mise en œuvre effective d'une vague sans précédent de nouvelles réglementations. Alors que dans le domaine de la banque et de l'assurance, l'essentiel a déjà été fait avec le paquet CRD4-CRR pour la banque, Solvabilité 2 pour l'assurance. En matière de marché financier, MIF 2, PRIPS, MMFR, pour ne citer que les réglementations les plus significatives, entrent en vigueur l'année prochaine. Au-delà des difficultés techniques associées à ces réformes, elles affectent les relations avec les pays tiers, donc potentiellement les futures relations avec le Royaume-Uni. Le financement de la recherche ou l'obligation de négociation sur des plateformes en sont des exemples bien connus. Premier sujet. Deuxième sujet, nous sommes en train de discuter les évolutions de la régulation financière en Europe, que ce soit dans le cadre de la revue d'EMIR ou dans le cadre de la revue des ESA. Ces évolutions ne seront probablement pas arrêtées suffisamment tôt pour pouvoir être utilement mobilisées dans le cadre ou en parallèle à l'accord de retrait du Royaume-Uni, alors même que les relations avec les pays tiers sont au cœur de ces deux projets de réforme. Le Royaume-Uni sort en effet de l'Union en principe le 29 mars 2019, alors même que dans le domaine financier, aujourd'hui, aucune orientation n'a été arrêtée et que l'idée d'une période de transitoire reste incertaine et que les échanges techniques entre autorités n'ont pas réellement débuté, comme c'est bien normal lorsque le cadre général n'a pas été arrêté au niveau politique. Je rappelle que la prolongation au-delà de 2 ans de la période de négociation de l'accord de retrait demanderait un vote à l'unanimité du Conseil. Mener ces 3 dossiers en parallèle est donc bien un chantier d'une complexité extrême, tant en termes opérationnels qu'en termes de conséquences structurelles. Et le reste du monde nous regarde, je crois, de façon un peu inquiète. Pourtant, il est clair que le statu quo n'est pas envisageable. Et tant le Royaume-Uni que l'UE 27 doivent tirer toutes les conséquences du Brexit. Aujourd'hui, Londres est le poumon financier de l'Union, point de passage de la plupart des flux financiers entrants et sortants avec le reste du monde, ainsi même que des flux financiers entre les pays de l'Union. Il est clair qu'après le Brexit, même si la place de Londres doit rester au cœur des échanges financiers internationaux, elle ne peut plus jouer le même rôle pour l'Union. Aucune zone économique puissante ne peut être dépendante d'un centre financier offshore. Il est donc particulièrement nécessaire que l'UE 27 se mette en ordre de marche pour faire émerger en son sein un système financier efficace qui assure au mieux le financement de nos économies, bref, une véritable union des marchés de capitaux. Je ne pense pas que ce projet signifie l'émergence d'un centre financier unique
dans l'UE 27 qui répliquerait ce que fait Londres aujourd'hui. Lorsqu'on examine les atouts des villes qui aujourd'hui dans l'Union semblent être en concurrence pour développer des activités financières, tout milite pour l'émergence d'un dispositif multipolaire. Ceci n'a toutefois de sens que si ces places financières font l'objet d'une supervision cohérente. Or, le système actuel, avec 27 autorités nationales, en fait, beaucoup plus que 27 si on regarde précisément la situation de certains pays, je pense à nos amis allemands en particulier, avec, disons, 27 autorités nationales pour simplifier, eh bien, 27 autorités censées faire respecter un corpus commun de réglementation, Single Rule Book. Ce système cumule en fait de nombreux handicaps que le Brexit met en évidence de façon un peu cruelle. Il a d'abord conduit à une hypertrophie de la réglementation qui, sans doute pour éviter les dérives nationales, est entré dans un luxe extrême de détails. MIF 2, c'est près d'une cinquantaine de directives et règlements de niveau 1 et 2, 1700 pages de réglementation, me dit-on, je n'ai pas fait de calcul précis. Or, cela n'a pas empêché des déclinaisons nationales disparates et cela a entraîné une rigidification très dommageable de la réglementation. Lorsqu'on met en évidence soit une incohérence, soit un effet néfaste, soit l'apparition d'une circonstance nouvelle qui remet en cause la règle, son changement nécessite, même pour des détails, de déclencher un processus institutionnel complexe. Et en l'attente de ces évolutions, il n'y a pas de capacité à émettre l'équivalent d'une no-action letter à l'américaine. À l'évidence, on souhaitait une réglementation plus ramassée, largement fondée sur des principes et laissant aux superviseurs une large latitude pour la mettre en œuvre en fonction des circonstances et en déclinant pleinement le fameux principe de proportionnalité. Ceci n'est bien entendu envisageable que si la supervision financière est exercée ou pour le moins coordonnée par une autorité européenne. C'est une des raisons pour lesquelles le renforcement du rôle de l'ESMA est une ardente nécessité. La Commission a présenté des projets en ce sens, on peut en discuter tel ou tel aspect, j'y reviendrai, mais dans mon esprit, il faut la soutenir, certainement l'améliorer, en aucun cas l'affadir ou la dénaturer. Nous avons besoin d'une supervision unique pour, comme je viens de l'indiquer, rendre possible le passage à une régulation plus agile, fondée sur des principes, mais également pour structurer l'union des marchés de capitaux et pour établir des relations équilibrées avec les pays tiers. Toute union a vocation à s'appuyer à la fois sur des règles communes et sur des institutions communes. Il n'y aura pas d'union des marchés de capitaux sans ESMA fort. De même, il n'y aura pas de relations équilibrées avec les pays tiers si l'ESMA n'est pas la contrepartie européenne essentielle. On voit bien à quoi correspond trop souvent la tentation nationale. En fait, il s'agit de faciliter des arbitrages réglementaires censés attirer l'activité financière. Ce ne sont pas des bases sur lesquelles nous pouvons construire une union des marchés de capitaux assurant un financement efficace de nos économies. Ce ne sont pas des bases sur lesquelles l'UE 27 peut jouer dans le concert financier international le rôle qu'appelle sa puissance économique. Laissez-moi évoquer brièvement le rôle que pourrait jouer l'ESMA dans la régulation financière post-Brexit. La Commission a fort justement souhaité renforcer à la fois les pouvoirs directs de supervision de l'ESMA et ses pouvoirs indirects. Vis-à-vis des pays tiers, elle a souhaité la mettre au centre du dispositif. On voit bien la complexité de l'arbitrage à faire entre ce qui devrait relever de la supervision directe et ce qui devrait rester dans le cadre de la supervision indirecte. La supervision indirecte revient en quelque sorte à surveiller les superviseurs pour s'assurer qu'ils appliquent effectivement, de façon homogène, la politique retenue au niveau européen. Cela laisse la compétence au niveau des autorités nationales, mais cela alourdit le dispositif. En transférant la compétence, on simplifie le processus et assure d'emblée une homogénéité de traitement, mais on s'éloigne du terrain, ce qui peut être préjudiciable lorsqu'on évoque des dossiers concernant de petits intermédiaires financiers, des dossiers avec une composante forte de commercialisation avec la clientèle de détail, ou encore avec une dimension forte de droit purement national.
il faut bien une justification forte pour centraliser les pouvoirs. C'est d'ailleurs bien la règle de la construction européenne. Dans mon esprit, l'ESMA a ainsi vocation à devenir l'autorité compétente que pour des produits ou opérations qui ont une dimension transfrontière ou une importance systémique pour l'Union. C'est le cas, il me semble, des infrastructures de marché, des produits financiers dits wholesale, des produits à label européen et des indices d'importance critique. Elle a également vocation à structurer de façon cohérente l'ensemble des demandes de données faites à l'industrie pour unifier dans l'Union les dispositifs de collecte et centraliser les données dans un data lake commun, quitte à laisser aux autorités nationales la responsabilité d'assurer un premier niveau de contrôle qualité des données transmises. On le voit, ce que je viens d'évoquer va bien sur bien des points au-delà des projets actuels. S'agissant des infrastructures de marché, seules les chambres de compensation sont actuellement évoquées, avec les réticences que l'on connaît de la part de nombreux pays de l'Union. Mais on voit mal ce qui justifie que ce soit une autorité nationale qui soit compétente pour la régulation d'infrastructures qui ont une vocation au minimum européenne et souvent mondiale, et ce alors même que ce serait l'ESMA qui, dans le cadre des chambres de compensation, représenterait la compétence européenne sur les chambres des pays tiers. S'agissant des prospectus des produits financiers wholesale, seuls sont aujourd'hui visés par les projets les émissions d'ABS et les émissions de titres hors action admis à la négociation sur les seuls marchés régulés réservés aux investisseurs qualifiés. En fait, cette catégorie de marchés régulés réservés aux investisseurs qualifiés, c'est un ensemble vide. Le marché wholesale, en fait, s'exerce non par le marché de négociation, mais en fait par la valeur nominale minimum des titres qui sont échangés doivent être supérieurs à 100 000 euros. Il conviendrait pour le moins d'inclure ces derniers dans le projet de centralisation à l'ESMA des prospectus. S'agissant des relations avec les pays tiers, leurs institutions financières et leurs régulateurs, il s'agit, là encore, de faciliter la vie de nos contreparties et d'éviter l'arbitrage réglementaire en leur proposant un interlocuteur unique ou au minimum une réponse homogène entre les pays de l'espace économique européen. Je dois dire que la période actuelle, où les différentes institutions financières internationales mondiales font le tour des places financières de l'UE 27, met en lumière la différence de traitement entre activités bancaires, où le mécanisme de supervision unique permet d'assurer un traitement homogène, et les activités d'assurance, ainsi que les activités de marché, où le rôle des autorités européennes de surveillance, EIOPA et ESMA, reste limité. Et donc, les réponses nationales peuvent être singulièrement différentes. Je rappelle que les opinions de l'ESMA qui ont été publiées il y a quelques mois et qui sont tout à fait pertinentes n'ont par nature aucune portée contraignante. Compte tenu du télescopage des 3 chantiers que j'évoquais au début de mon intervention, compte tenu de la difficulté à organiser le Brexit en matière de services financiers sans avoir clarifié l'organisation que nous souhaitons pour l'UE 27 et mis en place les dispositifs qui permettront d'assurer l'indépendance mais aussi l'efficacité de nos structures de financement, il semble absolument nécessaire d'éviter le hard Brexit qu'on nous annonce. Et il serait raisonnable d'introduire, au moins pour certains produits, une période de transition dans ce domaine des services financiers. Le cas de la compensation centrale est de ce point de vue emblématique. Si on prend le cas des swaps de taux d'intérêt, toute solution de relocalisation précipitée et brutale de leur compensation, que ce soit dans le cadre d'un hard Brexit ou dans le cadre de l'activation de la faculté actuellement prévue dans le projet de révision d'EMIR, toute solution de relocalisation précipitée et brutale pénaliserait en premier lieu l'économie européenne. Elle doit être, de mon point de vue, évitée. Ces entretiens de l'AMF interviennent donc à un moment où le devenir de la régulation financière post-Brexit apparaît particulièrement incertain. J'observe d'ailleurs
que nos amis britanniques sont inquiets pour nous. La Chambre des Lords procède actuellement à des auditions sur le thème Financial Regulation and Supervision Following Brexit. Un petit peu le symétrique de notre exercice d'aujourd'hui. Permettez-moi de citer, c'est tout à fait public, c'est très intéressant, des extraits de l'audition de quelques très grands cabinets d'avocats qui a été conduite le 11 octobre. Je cite, excusez-moi, c'est en anglais, mais... You have to remember that European financial regulation, as it stands, was almost entirely written by the UK. These are our rules. We wrote them. The UK has as many financial regulators as the rest of Europe put together. C'est vrai. The UK has been the engine and the motor of European financial regulation, certainly since the late 80s, and for as long as I have been in practice. C'est le monsieur qui dit. What happens to Europe when you take that engine out of the machine? Whether Europe can keep up with the UK in a post-Brexit world is a matter of real concern. If we look at the history of many of the regulations, taking MiFID II as an example, much of it has copied our own domestic regime. I agree that one of the big questions on this side of the channel, meaning the other side, and in the EU as it will be, is whether there will be enough expertise and market knowledge to do the job chez nous. Comme c'était mon discours de clôture, je clôturerai en disant « J'espère que lors de nos prochains entretiens, l'année prochaine, ça sera d'ailleurs le 15e anniversaire de la création de l'AMF, l'Europe se sera mise en ordre de marche pour apporter les apaisements à nos amis britanniques sur sa capacité à apporter les bonnes réponses aux défis de la régulation financière post-Brexit. L'AMF y contribuera de façon résolue. » Pour terminer les entretiens, pour les ouvrir, c'est un peu plus délicat. Néanmoins, voilà, ça sera donc Odile Renaud-Bassot clôturera. Et donc, nous avons, pour évoquer ces sujets, une table ronde. Je laisse Benoît de Juvigny introduire les panélistes. Merci en tout cas de votre présence.